Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le live de Bibliothèques sans frontières. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Quentin Landenne, qui est professeur de philosophie à l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Merci beaucoup, Quentin, d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Donc nous recevons Quentin pour ses conférences du mardi et du jeudi soir. Donc aujourd'hui, mardi à 17h30, nous allons parler liberté. Quentin, qui est professeur de philosophie, va nous guider à travers ce concept particulièrement intéressant durant cette période de confinement. N'hésitez surtout pas à partager cette conférence auprès de votre entourage. Vous la retrouverez ensuite sur notre page Facebook, sur notre site internet Bibliothèques sans frontières et sur notre chaîne YouTube, si jamais vous l'avez raté. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent. Nous avons quelques petits soucis de connexion avec Quentin, donc nous vous proposons de suivre la conférence de façon un petit peu plus lisse, car Quentin a eu la gentillesse de l'enregistrer en amont de ce live, mais il restera en ligne pour répondre à vos questions à la fin. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à poster vos questions dans les commentaires du live. Nous prendrons le temps d'en discuter ensuite à la fin avec Quentin Landenne. Merci beaucoup, Quentin, d'être avec nous. Merci d'avoir enregistré votre conférence. Et je vais vous inviter sans plus tarder, à écouter la conférence de Quentin sur la liberté. Vous nous retrouverez également sur la page Facebook #Ensemble à la maison qui nous relaie gentiment. Donc ce soir, liberté, philosophie et confinement. Je vous partage de suite mon écran afin que vous puissiez voir la vidéo que Quentin a préenregistrée. Bonne conférence à tous et nous vous retrouverons dans une vingtaine de minutes pour la session de questions-réponses. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à poser vos questions car c'est une séance qui se veut interactive et nous avons la chance d'avoir un professeur de philosophie avec nous que vous pouvez questionner en direct. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Voilà. C'est en train d'arriver normalement chez vous. Je vais me mettre en plein écran également afin que vous voyez bien la vidéo que voici et je vais la mettre également en plein écran et nous allons lancer le live. Donc voilà, nous allons lancer le live, une vidéo préenregistrée de Quentin Landenne, professeur de philosophie, qui nous parle ce soir de liberté. N'hésitez surtout pas à noter vos questions. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de pouvoir participer à cette série de cours en ligne à l'initiative de l'association Bibliothèques sans frontières qui m'a proposé d'intervenir sur la notion philosophique de liberté. Alors, comme vous le savez sans doute, la question de la liberté est une des plus importantes, des plus anciennes dans l'histoire de la philosophie occidentale. Mais là, aujourd'hui, en contexte de confinement, une signification très particulière puisque nous vivons collectivement une situation de contrainte inédite dans son ampleur, posée à l'encontre de notre liberté fondamentale d'aller et venir. Or, parmi les droits humains fondamentaux, la liberté d'aller et venir est tellement primaire, tellement élémentaire qu'elle semble aller de soi, et que c'est seulement quand on en est privé, plutôt dans notre cas quand elle est significativement entravée, qu'on prend conscience de sa valeur et de son importance pour l'exercice général de notre activité libre et pour les autres libertés. Nous sommes alors tous forcés d'inventer de nouveaux modes d'exercice de notre liberté en situation de contrainte. Alors, dans cette petite capsule vidéo, je ne vais pas traiter des importantes questions juridiques et politiques du respect des libertés fondamentales de l'état de droit démocratique en contexte de confinement, mais j'aimerais vous donner quelques clés de réflexion pour situer d'abord une grande opposition métaphysique dans l'histoire de la philosophie au sujet de la liberté humaine, et vous proposer ensuite une possible issue théorique, une parmi d'autres, pour penser l'idée d'une liberté sous contrainte ou d'une liberté à travers la contrainte. Partons de notre expérience connue. Ce dont nous faisons l'expérience aujourd'hui, c'est la restriction, la diminution inhabituelle de notre liberté de mouvement et de notre champ d'action. Quand le confinement sera levé, plus ou moins progressivement, nous ferons l'expérience d'un accroissement corrélatif de notre liberté d'action.
Généralement, donc, la liberté dont nous faisons l'expérience est susceptible d'accroissement ou de diminution. Et c'est même par ces accroissements et ces diminutions que nous en prenons conscience, que nous prenons conscience de cette liberté. Cette expérience commune de la liberté individuelle, elle a fait l'objet de très nombreuses tentatives de théorisation et de conceptualisation par les philosophes. Tout au long de l'histoire de la philosophie occidentale, des penseurs ont cherché à concevoir ce qui rend possible cette expérience d'accroissement et de diminution de la liberté d'agir. Évidemment, il serait vain de vouloir résumer en 30 minutes plus de 2500 ans d'histoire de la pensée. Alors, je vais commencer par présenter une opposition très schématique entre deux grandes thèses métaphysiques typiques qui ne correspondent d'ailleurs parfaitement à aucun auteur en particulier, mais qui constituent, on va dire, des pôles ou des points cardinaux par rapport auxquels un très grand nombre de philosophes ont situé leur propre position. La première thèse, qui correspond en fait à notre compréhension la plus spontanée de la liberté individuelle, c'est celle du libre choix. C'est ce qu'on appelle dans le monde le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité qu'a la volonté de l'individu à arbitrer entre différentes options possibles qui se présentent à lui et à décider entre ces options, à choisir celle qui correspond apparemment le mieux à ce que cet individu veut à un moment donné, simplement parce que c'est son choix. À chaque moment de notre existence se posent ainsi des choix plus ou moins importants, des micro-choix ou des macro-choix, des choix plus ou moins conscients, entre des options alternatives plus ou moins nombreuses. Le libre arbitre, ou la liberté de choix, consiste à décider entre ces deux alternatives, en étant plus ou moins éclairé par un jugement plus ou moins bien informé, et surtout sans être empêché par des obstacles extérieurs, des obstacles qui viendraient limiter soit les alternatives, soit notre capacité à choisir entre ces alternatives et à agir en fonction de ce choix. Alors, une telle thèse du libre arbitre paraît aujourd'hui aller de soi. Mais en fait, elle a une histoire et certains auteurs ont contribué à l'imposer dans la culture occidentale. Parmi les philosophes les plus importants de la thèse du libre arbitre, on trouve par exemple saint Augustin, l'auteur des fameuses Confessions, ou saint Anselme, ou même René Descartes. Généralement, les penseurs chrétiens ont été de grands promoteurs de l'idée du libre arbitre, parce que cette idée répond à deux éléments majeurs du récit de la Genèse, le premier livre de la Bible. D'abord, l'idée que l'homme est fait à l'image de Dieu. Alors, comme le Dieu de la Bible est créateur ex nihilo, il a créé le monde à partir de rien, l'homme doit aussi être créateur. Certes pas à partir de rien, certes pas ex nihilo, mais à partir des alternatives qui se posent devant sa volonté. Ensuite, deuxième élément dans la Genèse, c'est l'idée de péché qui exige le libre arbitre. L'homme, depuis Adam, est pécheur, il tend à commettre le mal, et doit donc être puni en conséquence. Si l'homme n'est pas libre de ses choix et de ses actes, il serait injuste de le punir comme pécheur. Dieu étant juste, il a fait l'homme libre, libre de choisir entre le bien et le mal. Cette thèse de la liberté comme libre arbitre, outre ses sources religieuses, suppose au moins trois prémices, qu'on appelle en argumentation des prémices, trois préconceptions métaphysiques sur lesquelles se base le raisonnement. Première prémisse, l'idée sur laquelle il existe à chaque moment T dans le monde, ce qui fait pause sur la télécommande de l'univers, il existe un nombre indéfini de possibilités alternatives qui pourraient devenir réelles ou ne pas devenir réelles au moment T plus 1, selon qu'elles sont choisies ou non. Cette idée, c'est ce qu'on appelle la contingence. C'est le terme technique qui correspond plus ou moins à ce qu'on appelle plus communément le hasard. C'est-à-dire que ce qui arrive à un moment donné aurait pu être autrement ou aurait pu ne pas arriver. Ce n'était pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Première prémisse, donc la prémisse de la contingence. Deuxième prémisse, l'idée que la liberté est une faculté ou une force, une puissance interne, intérieure à l'individu. Et troisième prémisse, c'est l'idée que, par conséquent, ce qui limite la liberté, ce sont des obstacles extérieurs à l'individu. Et cette troisième prémisse a pour conséquence qu'on comprend la liberté, dans ce sens de libre arbitre, surtout par la voie négative, négativement. C'est-à-dire qu'on conçoit
qu'on la conçoit comme une liberté non pas tant de faire quelque chose de particulier, mais surtout qu'on la pense comme une liberté de ne pas être entravé, de ne pas être empêché, de ne pas être contraint. C'est pour ça qu'on parle de liberté négative, la liberté de ne pas être contraint. Bref, pour la thèse du libre arbitre, la première thèse que je présente ici, plus on est limité dans nos choix extérieurement, moins on est libre, plus on est limité dans ses choix, moins on est libre, et inversement, moins il y a d'obstacles extérieurs à notre décision, et plus la liberté s'accroît. Donc c'est un premier type d'explication de cette expérience selon laquelle il y a des moments où notre liberté semble s'accroître et d'autres moments où elle semble diminuer. À cette thèse du libre arbitre, de la liberté comme libre arbitre, vont s'opposer de très nombreux philosophes dans la tradition, notamment les philosophes rationalistes. La première objection qu'ils vont adresser à cette thèse, c'est que ce libre arbitre requiert constamment une attestation dérogatoire pour se soustraire à l'axiome métaphysique fondamental de tout rationaliste, c'est-à-dire le principe de raison. Le principe de raison pose que rien n'arrive sans raison. Et tout ce qui est a une ou plusieurs causes qui ont fait être cette chose telle qu'elle est et qui l'ont fait être en général. Donc, toute tentative d'explication, qu'elle soit une explication scientifique ou non, suppose le principe de raison. Si le réel est explicable, si on peut donner une explication aux choses, c'est parce que chaque chose vient d'une cause. Donc, expliquer, c'est ramener une chose à sa cause, ou à ses causes. Or, le libre arbitre, en pensant l'homme comme un petit dieu créateur, fait de la volonté une espèce de boîte noire qui ne serait causée par rien hors d'elle et qui déciderait simplement parce que c'est son choix, sans être relié à une autre cause extérieure dans le monde. Le libre arbitre de l'homme serait inexplicable, puisqu'il n'y aurait pas de cause extérieure à ce libre arbitre, et ça, c'est inacceptable pour les rationalistes qui ne veulent pas d'exception au principe de raison, principe dans lequel rien n'arrive sans raison. Le principe de raison pose donc que toutes les choses qui sont dans le monde à un moment T ont chacune une ou plusieurs causes directes qui ont, à leur tour chacune, d'autres causes directes, et ainsi de suite en remontant la chaîne des causes et des effets à l'infini ou jusqu'à l'origine de l'univers, selon qu'on a un univers fini ou infini. Mais en tout cas, on en revient de proche en proche à la chaîne totale des causes et des effets. Puisque tout ce qui arrive dans l'univers à un moment T est une suite, une conséquence ou un effet d'une série infinie de causes, alors tout ce qui arrive devait nécessairement arriver, ne pouvait pas ne pas arriver tel qu'il arrive à ce moment. C'est la thèse dite du nécessitarisme ou du déterminisme. Tout ce qui est dans le monde est nécessairement déterminé à être tel qu'il est et pas autrement. Si vous êtes assis en croisant les jambes ou avec les coudes sur la table au moment où vous entendez ces paroles, eh bien, il devait nécessairement en être ainsi. Si ce n'est pas le cas, il devait aussi nécessairement en être ainsi. Vous pouvez penser que vous l'avez choisi, que c'est votre habitude, ou que vous auriez pu faire autre chose, ou être assis sans croiser les jambes, ne pas être dans cette pièce, mais il y a à chaque fois une série de causes, dont certaines vous sont connues, mais la plupart nous sont inconnues, et qui vous ont mené là où vous êtes en ce moment, dans cette position, dans cette disposition physique et mentale. Et cela vaut pour tous les actes, toutes les décisions de notre vie, les plus importantes ou les plus insignifiantes. Ce que vous pensez avoir choisi librement, vous étiez déterminé à le faire par toute une série de causes. Vous voyez par là que toutes les prémices que j'avais énoncées, les 3 prémices du libre arbitre, sont renversées. L'idée de la contingence, l'idée qu'il existe des possibilités alternatives, mais aussi l'idée de l'intériorité de la liberté, d'une intériorité qui échapperait à la chaîne des causes, puisque finalement, dans cette thèse déterministe, rien n'échappe à l'ordre nécessaire. Aucun geste, aucune pensée, aucun début de désir, aucun souvenir, tout est déterminé. Dans la thèse nécessitariste, la liberté de la volonté, le libre arbitre, n'est donc qu'une illusion, reposant sur une image fausse de l'homme,
comme un petit dieu, ou comme un souverain capricieux qui ferait ce qu'il a envie de faire au moment où ça lui chante. Et plus concrètement, cette illusion repose sur l'ignorance des causes qui nous font agir comme nous agissons. Parce qu'effectivement, on peut être conscient de certaines causes, mais la plupart des causes qui nous font agir, on n'en est pas conscient. On n'a pas les capacités, on n'a pas les connaissances, mais on peut aussi ne pas avoir les capacités de les saisir. Donc, pour le déterministe, on n'est jamais plus ou moins libre. On n'est pas libre du tout. Mais ce qui nous donne l'illusion d'accroître ou de diminuer notre liberté, c'est l'ignorance des causes et l'illusion d'être comme un souverain qui décide ce qu'il veut, alors qu'en fait, nos choix et nos décisions sont toujours déterminés. On a donc là deux thèses sur la liberté qui proposent une explication de notre expérience commune, une liberté d'action qui s'accroît ou qui diminue. Comme je vous le disais, ces deux thèses sont plutôt des pôles extrêmes, des points cardinaux pour la réflexion, plutôt que des théories complètes. Et même les philosophes qui ont développé des arguments déterministes, tels que je viens de les exposer il y a un instant, comme les stoïciens ou comme un penseur moderne comme Spinoza, par exemple, même ces penseurs ont cherché à ne pas se limiter au nécessitarisme et ont voulu donner un autre sens à la liberté, sans pour autant en revenir à la notion de libre arbitre ou de liberté de choix, considérée comme absurde, parce que non seulement comme inexplicable, mais comme n'expliquant rien du tout. J'aimerais donc, pour finir dans cette deuxième partie, vous présenter très brièvement la manière dont certains penseurs stoïciens ont développé une pensée de la liberté sous contrainte, une liberté qui traverse les contraintes pour donner un autre sens à la liberté sans pour autant échapper à l'idée d'un déterminisme universel. On trouve chez certains stoïciens, notamment à l'époque de l'Empire romain, des propositions qui marquent le caractère inexorable, implacable de l'ordre du monde ou du destin pour les créatures, y compris pour les hommes, pour toutes les créatures. Marc Aurèle, par exemple, qui fut à la fois empereur romain et philosophe stoïcien, insistait sur le fait que dans l'univers, tout est lié. Tout est lié et que ces liens sont des enchaînements nécessaires de causes et d'effets. Un événement étant la conséquence de tout ce qu'il précède et ayant pour conséquence la suite des choses après lui. Dès lors que tout est lié par des connexions de consécution nécessaires, tout s'enchaîne par des consécutions qui sont nécessaires, ce qui arrive dans le monde doit arriver ou ne peut pas ne pas arriver, puisque cela s'inscrit dans ce qu'on peut appeler le plan du monde, dans la providence divine, dans un destin commun à tous les êtres qui sont liés par une forme de solidarité cosmique, et cela arrive qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc on est bien, je dirais, dans un schéma globalement déterministe. Pour illustrer cette idée d'un ordre qui s'impose qu'on le veuille ou non, certains stoïciens ont proposé l'image d'un chien attaché à une charrette. Parmi les stoïciens les plus anciens, ils disent si le chien veut suivre la charrette, en courant derrière elle, il la suit en faisant coïncider sa course, son mouvement spontané avec celui du destin. Et s'il ne veut pas suivre la charrette, eh bien, puisqu'il y est attaché, il est de toute façon tiré et contraint de la suivre, c'est-à-dire qu'il est contraint de toute façon par le destin. Et il en va de même pour les hommes, qui sont comme ces chiens, ce chien tiré par la charrette. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils seront dans tous les cas contraints de suivre le destin. Qu'ils courent avec dans le même sens ou qu'ils cherchent à y échapper en vain. Autrement dit, le destin guide celui qui accepte le destin, mais il tire douloureusement celui qui refuse le destin. On comprend bien, avec cette image du chien attaché à la charrette, on comprend bien qu'il y a une différence d'expérience pour un individu entre être guidé là où il veut aller et être tiré contre sa volonté là où il refuse de se rendre. Il y a bien une différence d'expérience, c'est pas du tout la même expérience. Mais il semblerait alors que la seule liberté, si on peut encore l'appeler ainsi, serait de dire oui ou non à ce qui arrivera de toute façon, sans que cette réponse, oui ou ce non, ne change rien au cours des événements en eux-mêmes.
Alors, qu'est-ce qui resterait dans ce cas à la liberté humaine? Est-ce que cette liberté n'est pas détruite en même temps que la responsabilité humaine par le destin? Est-ce qu'elle n'est pas absorbée? Est-ce qu'il faut être fataliste et laisser passivement, paresseusement, les choses se faire d'elles-mêmes, puisque finalement, elles doivent se faire ainsi? C'est ce qu'on appelle l'argument paresseux ou l'argument du paresseux, qui considère que puisque tout est ainsi et tout doit advenir tel qu'il a été prescrit par le plan divin, eh bien, autant ne rien faire. Sauf que finalement, cette réponse, autant ne rien faire, appartient d'une certaine façon aussi au plan de l'univers et ne s'accepte pas, ne sort pas, ne se soustrait pas à l'ordre des choses. Alors, la liberté pour les stoïciens consiste certes, fondamentalement, à acquiescer à l'ordre des choses, à consentir au destin. Mais, et c'est ça qui est décisif, mais à y consentir rationnellement et lucidement. En effet, les stoïciens considèrent que l'univers est dirigé par un plan divin rationnel et que le Dieu, la divinité, a diffusé en tous les êtres ce qu'ils appellent des germes de raison, des graines de raison, si on peut dire, plus ou moins développées d'une créature à l'autre. Le cosmos, l'univers des stoïciens, est donc ce qu'on peut appeler aussi une communauté de raison. Ce qu'ont en commun les êtres dans l'univers, dans le cosmos, c'est finalement la raison de l'univers. Découvrir les raisons dans le monde et comprendre par ces raisons le plan divin, tel est le véritable sens de la liberté du sage. Dès lors, la différence qu'on vient d'évoquer avec cette image du chien et de la charrette, la différence entre être guidé et être tiré n'est pas seulement une différence psychologique, au sens où ça fait plus plaisir d'être guidé que d'être tiré. C'est une vraie différence morale, on peut dire aussi existentielle, une différence morale parce qu'elle désigne non pas tant les actes que nous posons que la manière dont nous posons ces actes, une manière dont nous sommes pleinement responsables. Les stoïciens proposent une série d'images qui permettent de rendre compte à la fois de la libre responsabilité de l'homme et du destin, montrant que l'un et l'autre sont compatibles, en définissant la liberté par la manière rationnelle d'acquiescer, de consentir, d'adhérer au destin. L'enjeu alors de montrer que l'assentiment, le consentement, n'est pas la conséquence du destin, mais c'est un acte libre dont l'homme peut être tenu pour responsable. Un autre stoïcien, qui est Épictète, qui fut un esclave affranchi dans l'Empire romain des 1er et 2e siècles de notre ère, donne dans son manuel, qui est un tout petit ouvrage qui résume ses grandes thèses, une image qui caractérise cette liberté qui consiste dans cette manière d'acquiescer rationnellement ou droitement à l'ordre du monde. Il dit ceci, je vous le cite, « Souviens-toi que tu es un acteur d'un drame, que l'auteur veut tel, cours s'il veut que tu cours, le drame est court s'il le veut court, long s'il le veut long, et si c'est un rôle de mendiant qu'il veut pour toi, même si c'est celui-là, joue-le avec talent. De même, si c'est un rôle de boiteux, de magistrat, de simple particulier, joue-le donc chaque fois de la meilleure manière possible. Car ton affaire, c'est de jouer correctement le personnage qui t'a été confié. Quant à le choisir, c'est celle d'un autre, c'est l'affaire d'un autre. Là, pour la citation du manuel d'Épictète. La métaphore ici du théâtre, du jeu d'acteur, est mobilisée pour articuler destin et liberté. L'un et l'autre, le destin comme la liberté, étant dirigés par la raison qui structure et qui ordonne le cosmos. Être un bon acteur, c'est agir suivant la raison qui nous guide pour comprendre l'ordre du monde. Ainsi, on n'est pas plus ou moins libre, a priori, que l'on soit esclave, comme l'a été Épictète, ou qu'on soit empereur, comme le fut Marc Aurèle, mais on est libre en fonction de la manière dont on assume, plus ou moins concrètement, plus ou moins rationnellement, le rôle qui nous a été donné. La liberté de l'homme raisonnable et l'ordre du destin s'éclairent mutuellement, plutôt que de paraître incompatibles. De même que l'acteur rend intelligibles les intentions de l'auteur du texte qu'il joue et qui s'impose à lui. Le texte s'impose, le rôle s'impose, mais il demeure
une énorme liberté d'action, une marge de manœuvre dans la manière d'interpréter ce rôle. Épictète résume ainsi le principe de toute l'éthique stoïcienne par une distinction décisive. Parmi toutes les choses qui existent, dit-il, il faut toujours faire la part entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le sage doit se souvenir sans cesse de cette distinction pour se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous et accepter, sans irritation, sans mauvaise humeur, sans peine, ce qui ne dépend pas de nous. Or, ce qui dépend de nous, ce sont uniquement nos représentations, c'est-à-dire la manière dont nous réagissons aux impulsions qui nous viennent du monde extérieur. Nos représentations, c'est énormément de choses. C'est pas simplement une activité intellectuelle. Ce sont bien sûr nos pensées, mais c'est notre imagination. Ce sont nos désirs, nos conceptions du monde, notre image de nous-mêmes. Et toutes ces représentations sont à chaque fois la source de nos actions. Elles sont en fait le ressort de notre pouvoir d'agir. Et à cet égard, le stoïcisme n'est pas du tout une exhortation à l'acceptation passive de ce qui arrive. C'est une longue méditation sur ce que signifie agir. Et c'est aussi un appel à agir. Un agir d'abord sur nous-mêmes, sur nos représentations et sur notre caractère, pour ensuite agir dans le monde. Épictète exprime cette idée par des maximes et des sentences pour nous aider à travailler sur nos représentations et pour cultiver ainsi notre caractère, de manière à ne pas se laisser affecter par ce qui n'est de toute façon pas en notre pouvoir. Il dit par exemple, souviens-toi que l'auteur d'un outrage n'est pas celui qui injurie ni celui qui frappe, mais le jugement qui fait croire qu'on est outragé par eux. Quand donc on t'a mis en colère, sache que c'est ta propre opinion qui t'a mis en colère. Aussi, efforce-toi avant tout de ne pas te laisser emporter par ton idée. Fin de citation donc d'une de ces sentences qu'on peut trouver dans le manuel. En général, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas la manière dont le monde est fait, par exemple, en l'occurrence, le confinement et en général la pandémie que nous vivons, mais c'est la manière dont on se représente notre rapport au monde. Par exemple, le fait de se focaliser sur ce qui, dans notre situation actuelle, nous enlève des capacités d'agir et non pas sur les manières inventives et intelligentes d'y réagir. La vraie liberté du sage est ainsi un effort pour penser, agir et vivre rationnellement, c'est-à-dire agir en cohérence avec soi-même. Quoique cette cohérence soit ce qu'il y a de plus naturel, puisqu'elle exprime l'ordre de la nature, il n'est pas pour autant donné spontanément à l'individu, mais elle se construit, se cultive par une série d'exercices sur nos représentations. Ainsi, pour les stoïciens, la liberté diminue non pas parce qu'il y aurait plus d'obstacles extérieurs ou de contraintes opposées à notre liberté de mouvement, mais parce que nos représentations nous donnent une fausse image de notre pouvoir d'agir, en situant ce pouvoir dans ce qui ne dépend pas de nous, par exemple. Au contraire, notre liberté va s'accroître à mesure où on sera capable de discerner correctement ce qui dépend de nous et de le vouloir et d'agir en conséquence. De sorte que le stoïcisme se présente comme un exercice spirituel sur les représentations et une assise constante de la volonté qui nous exhorte à nous concentrer sur ce qui dépend de nous et sur la manière la plus rationnelle de consentir à ce qui, dans l'ordre des choses, ne dépend pas de nous. Il ne s'agit pas de renoncement passif, c'est au contraire une pratique très active, très exigeante, mais elle situe le combat au-dedans de l'âme, entre soi et soi-même, plutôt que de se laisser prendre par l'illusion que l'ennemi de la liberté est extérieur et qu'il doit être supprimé. Voilà donc 3 manières possibles de théoriser notre expérience commune d'accroissement et de diminution de notre liberté. La première, la théorie du libre arbitre, qui pose la liberté comme une volonté souveraine, une capacité de s'arracher à l'ordre des choses et d'agir indépendamment des causes externes. La deuxième, qui s'oppose à la première, le nécessitarisme, qui conçoit la liberté comme une illusion reposant sur l'image fausse que nous avons de cette capacité d'agir souverainement, sur l'ignorance des causes qui nous déterminent. Et enfin, la troisième option, une option parmi d'autres, qui n'est pas nécessairement l'option que je défends, mais je propose parce que
une issue qui nous permet de penser la liberté sous contrainte, le stoïcisme et la liberté du sage, qui interprète cette liberté comme une capacité à consentir lucidement et activement au plan du monde, en décryptant la raison des choses et en y attachant notre volonté. Vraiment, 3 possibilités pour concevoir cette expérience d'accroissement ou de diminution de la liberté.